Quand on s'engage à faire une série d'émissions qui porte comme titre Propos et confidences, évidemment, on s'engage un peu à livrer de soi-même des choses intimes dont on a peu parlé dans sa vie ou à qui on a parlé, dont on a parlé à des amis très chers, très proches de soi-même. Alors, qu'il me soit permis aujourd'hui de revenir encore un peu sur le passé, sur les mois qui ont suivi les représentations et le succès de Zone. Je disais que le succès de Zone avait été pour moi d'une certaine façon, très difficile à accepter parce que c'était pour moi, du jour au lendemain, tout à coup, de me retrouver devant une image de moi-même euh, que je ne connaissais pas, devant un autre personnage. C'est-à-dire qu'on me reconnaissait publiquement comme un auteur dramatique, donc comme un écrivain. Ce que, personnellement, je n'étais pas prêt intérieurement à reconnaître. Alors, quelques mois après les succès de Zone, j'avais fait la connaissance d'un type assez extraordinaire qui avait mon âge, qui s'appelait Sylvain Garneau, qui était un poète, à mon sens un grand poète, même s'il était très jeune, même s'il écrivait dans une poésie, disons, conventionnelle au point de vue structure, c'est-à-dire en alexandrin. C'était vraiment un type qui était, selon le mot même de Michel Bosquet, qui a fait l'anthologie de la poésie canadienne, c'était un poète qui avait été visité par le génie. J'avais fait sa connaissance donc, et c'était un type brillant qui aimait beaucoup la vie et qui aimait les choses de la vie, qui était près des choses de la vie, qui était près du monde animal, qui aimait les oiseaux, qui connaissait les plantes, les poissons, qui aimait la chasse. Et l'automne venu, en 1953, novembre 1953, euh, par une soirée, une nuit où il pleuvait, il tombait des averses effroyables sur la ville. Il avait connu la mort d'une façon tragique. Et c'est, je pense, une semaine après que je devais partir pour l'Europe, ayant reçu du gouvernement provincial une bourse d'études, une mince bourse d'études, pour étudier le théâtre à Paris. Du moins étudier la littérature théâtrale à la Sorbonne à Paris. Alors, après cette mort de Sylvain que j'avais connu et qui était devenu un ami en quelques mois, que je voyais très souvent, avec qui nous passions des soirées et des nuits entières à discuter, je n'étais plus non plus le même homme. C'est-à-dire qu'un type comme ça que je trouvais aussi admirable parce que, comme tout le monde devait le reconnaître, autant les femmes que les hommes, c'était un type très beau, grand, qui illuminait les gens sur son passage. Et après cette mort affreuse, je suis sombré dans une sorte de dépression, la seule peut-être que j'ai faite dans ma vie. Et je suis parti pour Paris dans ces circonstances où j'ai vécu 6 mois à Paris. Lorsque je suis arrivé en France, c'était le 1er décembre 1953. Euh, Ce fut l'année la plus dure que les Français n'avaient pas connue depuis un siècle. Ce fut l'année où l'abbé Pierre avait euh, entrepris son œuvre de soulager les pauvres, de soulager la misère des gens qui mouraient de froid la nuit. D'ailleurs, dans une seule nuit, au mois de décembre 1953 à Paris, 7 enfants avaient été trouvés morts de froid. Et je me souviens avoir vécu les 3 ou 4 premières semaines là-bas en France sans voir un seul instant un rayon de soleil. C'était la brume ou des ciels gris et très 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 bas, avec une humidité que je ne connaissais pas. Euh,
J'ai donc vécu là-bas une vie d'étudiant qui n'en était pas une au fond parce que j'étais tourmenté euh, par cette idée de la mort de Sylvain. Je me disais que si un type comme ça avait s'était enlevé la vie, parce qu'on a dit qu'il s'était enlevé la vie, je me demandais comment, moi, un type du même âge que lui, comment je pourrais passer au travers des choses de la vie sans en crever, comme il lui était arrivé. C'était devenu mon obsession. Oubliant un peu à peu, l'image de Sylvain Garneau, mon obsession principale était devenue la mort, la crainte, la peur de la mort sous toutes ses formes. Alors, je n'eus pas là-bas une vie très agréable. Je n'eus pas l'occasion euh, d'apprendre à aimer Paris et d'apprendre à aimer les Français. Je ne détestais pas personne, mais je vivais au neutre. Je vivais une vie sans enthousiasme. Je ne m'étais pas inscrit à la Sorbonne. Il fallait que je fasse des efforts considérables pour aller voir des spectacles et au moins m'enrichir sur ce plan-là. J'ai vu pendant quelques mois de nombreux spectacles qui m'ont apporté beaucoup, mais j'arrivais difficilement à m'intéresser aux choses. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai connu ce que c'était que d'avoir d'être en état de dépression. Ce fut peut-être la seule fois de ma vie où je suis allé aussi loin, aussi creux sur le plan de dépression nerveuse. Je dois même confesser que là-bas à Paris, j'ai j'ai dû consentir à voir un psychiatre 2 ou 3 fois pour essayer de m'en tirer parce que je ne voyais pas de quelle façon je pouvais me tirer de l'impasse psychologique dans laquelle je me trouvais. Et avec des étudiants, tout à coup, vers l'arrivée du printemps, des étudiants comme Hubert Aquin, Louis-Georges Carrier, Gilles Potvin, nous sommes partis en voyage. Et nous sommes partis en voyage à travers le nord de l'Italie, la Suisse. Et je me suis retrouvé à Vienne un jour. Mais à Vienne, à Paris, où le printemps commençait, à Vienne, c'était encore l'hiver, c'était un peu le climat de Montréal. À Vienne, j'ai retrouvé le goût de vivre, j'ai retrouvé... c'est peut-être la ville de l'Europe qui m'a charmé le plus durant ce voyage que j'ai fait à cette époque-là. C'était une ville vivante, chaleureuse, où les filles étaient belles, où les gens étaient avenants. Par exemple, je me souviens qu'on entrait, par exemple, l'après-midi dans une pâtisserie. On s'assoyait, au lieu de nous apporter le menu, on nous apportait un journal. Si on soupçonnait qu'on était un touriste, on nous apportait un journal en anglais ou en français. Et on ne nous importunait pas à savoir ce qu'on voulait manger ou ce qu'on voulait boire. Et j'ai aussi, grâce à un concours de circonstances, participé à un bal d'étudiants en musique, je crois, et où on a joué toute la soirée que des valses de Strauss, des valses de Vienne. Et on m'avait demandé, parce que j'étais le seul étranger présent à ce bal, on m'avait demandé d'ouvrir le bal avec une demoiselle fort jolie d'ailleurs. Et moi, je n'avais jamais dansé la valse de ma vie. J'ai dû me débrouiller, j'ai dû me laisser aller, j'ai dû faire de l'acrobatie pour pouvoir passer au travers. Ça a été un moment difficile, par la suite un moment très beau, parce qu'il y avait une coutume à Vienne qui existait depuis longtemps et qui doit exister encore. C'est que si vous dansez avec une jeune fille et que vous plaisez à cette femme, elle va vous entraîner par la suite, à un moment donné, dans une chambre presque noire. Elle va vous offrir un verre de schnapps que vous avalez avec elle d'un seul trait, et ensuite elle vous embrasse, et paraît-il qu'à partir de ce moment-là, elle vous dit tu, elle vous tutoie. Évidemment, moi qui ne connaissais pas l'allemand, je ne me suis pas rendu compte de la différence qu'il y avait entre le vouvoiement et le tutoiement. Je me souviens très bien qu'elle m'avait embrassé, c'est un très beau souvenir. Euh,
À Vienne, donc, j'ai recommencé à prendre goût à la vie, à oublier un peu les choses noires de l'automne précédent, de l'automne 53. Mais il s'est produit aussi qu'à Vienne, je me suis trouvé à court d'argent. Et une autre fois, comme j'avais fait lorsque j'étais à l'Université de Montréal, j'ai eu recours à nouveautés dramatiques. J'avais commencé, avant de partir de Montréal, une série de 2 textes qui s'appelaient Au bord de la rivière, et je m'étais empressé de terminer et de taper moi-même à la machine, moi qui ne le faisais jamais, je n'avais jamais appris à taper à la machine, et de taper à la machine et d'envoyer ça rapidement à Montréal afin de pouvoir recevoir de l'argent lorsque je rentrerai à Paris. Disons que lorsque je suis revenu à Paris, le printemps éclatait partout. C'était fin mars, début avril 54, et c'est justement à cette époque, à ce moment où je prenais goût à Paris, où j'aurais aimé prolonger mon séjour, que j'étais rendu au bout de mes ressources matérielles et que je dû revenir au Canada, au Québec, avec regret, mais avec l'idée d'y retourner plus tard, peut-être dans d'autres circonstances. Alors, je suis retourné à Paris, en France, 5 ans plus tard, en 59, juste avant la grève, la fameuse grève de Radio-Canada. À ce moment-là, j'étais marié, parce que je m'étais marié à l'âge de 26 ans. Ce ne fut pas, mon mariage ne fut pas un événement heureux de ma vie, je n'en parlerai pas davantage. Mais disons que en 59, lorsque je suis retourné à Paris, j'ai eu l'occasion de découvrir la France. Ce que c'était le plaisir de voyager à travers les différentes régions de la France. Et le prétexte pour moi d'aller là-bas en Europe, c'était qu'on y jouait le temps des Lilas dans le cadre du Théâtre des Nations. Le Théâtre du Nouveau Monde jouait le temps des Lilas sur les Champs-Élysées. Après une semaine passée à Paris, j'avais loué une voiture et nous étions descendus, ma femme et moi, vers la Côte d'Azur, où, malheureusement, pour la première fois, je tombais malade pendant un mois. Ce furent les premiers symptômes sérieux de la maladie que je traîne encore aujourd'hui et dont on vient à peine de diagnostiquer véritablement le nom, c'est-à-dire la maladie de Crohn. Et sur la Côte d'Azur, où j'avais 2 mois passés, j'ai dû rester alité pendant un mois entier, à suivre une diète très sévère, très rigide. Et de la Côte d'Azur, nous sommes partis, ma femme et moi, nous sommes allés à Lourdes, où j'ai pu constater ce que c'était que la foi chrétienne, ce que c'était que la foi véritable des paysans, ce que c'était que la foi de ceux qui croient vraiment dans la religion et au miracle. Et ce fut peut-être un des beaux moments de ce voyage aussi. Mais traverser la France en voiture dans les différentes régions, passant par la Bretagne et la Touraine, ce fut quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il est difficile d'éviter de parler de religion si on a commencé à parler de la foi. Je crois avoir eu toujours la foi en l'existence d'un être supérieur, mais j'ai toujours éprouvé tout au long de ma vie et pendant mon enfance et plus tard, j'ai toujours éprouvé une certaine froideur vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire une certaine incapacité de participer au culte, aux différents cultes religieux, et d'y croire et d'en vibrer. Ce qui m'a fait longtemps souffrir d'ailleurs, parce que j'aurais aimé adhérer à ces grandes foules de fidèles qu'on voyait à l'époque dans les églises, qu'on pouvait voir dans des sanctuaires comme Lourdes, par exemple, et me mêler à ces gens et être comme eux. Mais ça m'a toujours paru impossible.
Disons que le seul sacrement de l'Église auquel je me sois accroché pendant plusieurs années fut le sacrement de la confession. Parce qu'étant de nature un être très scrupuleux, je me sentais souvent et très souvent coupable de fautes vénielles ou de fautes plus importantes. Et pour moi, la confession était la seule porte de sortie, la seule porte de salut pour m'enlever, disons, mon état de culpabilité. Remarquez que cela était dû surtout à l'éducation que nous recevions dans les écoles. Je pense que si on nous avait appris à voir la religion différemment, je pense qu'on aurait pu davantage y croire. Euh, mais de toute façon, en vieillissant, lorsque au collège, vers les dernières années, nous avons abordé en philosophie l'étude de la morale humaine, là, j'ai commencé à croire des choses importantes. J'ai commencé à croire en des valeurs humaines qui se rapprochaient de valeurs religieuses, qui n'étaient pas des antagonistes. Euh, Ceci dit, je dois revenir évidemment à ce que je disais un peu plus tôt. Euh, je m'étais marié et j'ai fait un mauvais mariage. Les raisons pour lesquelles j'ai fait un mauvais mariage, je ne l'ai pas à les dire. Je n'ai pas accablé qui que ce soit. Je vis seul depuis 9 ans, ou presque seul depuis 9 ans. C'est peut-être que j'avais une conception des femmes un peu rigide, peu absolue. Je me réfère par exemple à une phrase du personnage d'Olivier dans Les Beaux Dimanches qui dit euh, les femmes sont l'absolu que l'on cherche et dans la vie, mais elles sont aussi la médiocrité que l'on fuit. Alors, ça a été pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 34-35 ans, l'attitude que j'ai eue vis-à-vis des femmes. À certains moments donnés, un état de médiocrité que j'ai voulu fuir. C'est à l'époque, en 1960, à mon retour d'Europe, après la grève de Radio-Canada, que j'ai écrit d'ailleurs une pièce qui s'appelait Équation à deux inconnus, dans laquelle j'en étais arrivé à vouloir démontrer que la seule façon pour un couple de vivre en harmonie, c'était de vivre séparément dans des appartements ou des logements séparés et de se rendre visite et de se courtiser et au fond de vivre comme des gens qui ne sont pas mariés. Donc, ce que j'aimais dans l'amour, c'était les premiers désirs, les premiers éveils de l'amour, euh, mais j'avais toujours une certaine réticence et j'éprouvais, disons, un certain mépris pour les suites de l'amour, si vous voulez. Alors, ça se retrouve, je pense, dans certaines de mes pièces. Ça se retrouve, en tout cas, dans Équation à deux inconnus, qui, après avoir été créée à la télévision en 1960, a été reprise à la scène au Théâtre de Jésus par le Théâtre de l'Égrégore en 1967. Ce fut, après le bal triste, le plus gros four de ma carrière d'auteur dramatique. Parce que c'était une mauvaise pièce, parce qu'au fond, j'avais voulu euh, m'y impliquer trop personnellement. Et c'est très mauvais, je crois, de s'impliquer trop personnellement dans une œuvre. Faut se détacher de son œuvre, faut se détacher soi-même de ce que l'on écrit, prendre du recul vis-à-vis soi-même, vis-à-vis ce que l'on vit, et transposer le plus possible. Alors, lorsqu'on se marie, l'on marie aussi une famille. Et si on marie une famille, on entre dans un nouveau milieu. On fait la connaissance de nouvelles gens. On a dit, à partir de l'époque où j'ai commencé à écrire ce qu'on a appelé des pièces bourgeoises, on a dit que c'était le reflet du nouveau milieu dans lequel j'étais entré, ce qui est complètement faux. Euh, Parce qu'au fond, les pièces que j'ai écrites par la suite, après Équation à deux inconnus, ont été des pièces purement fictives.
Et je n'ai jamais voulu, disons, faire de mal à des gens qui m'étaient proches et que je connaissais bien. Alors, j'ai écrit une autre pièce de transition à cette époque, une pièce qui s'appelait Les frères ennemis, dans laquelle, justement, vous trouviez deux frères qui s'opposaient diamétralement. L'un des deux avait eu plus de chance, avait eu la faveur de son père, avait pu s'instruire, même aller à l'étranger et obtenir des diplômes, avait devant lui une carrière brillante. L'autre était tout simplement un petit ouvrier, était resté un petit ouvrier dans l'est de la ville de Montréal. Et de là naissait l'antagonisme qui existait entre les deux frères. Et c'était l'opposition aussi des deux classes, si l'on veut. L'un des deux était devenu un peu bourgeois et l'autre était resté un prolétaire. Et celui qui était resté prolétaire, évidemment, était le perdant, parce que celui qui avait réussi à s'instruire finissait par gagner sur tous les plans. L'admiration de son père d'abord, et ensuite l'admiration et l'amour de la fiancée de son frère, qui lui était resté dans l'ombre, méprisé et hargneux. Remarquez que j'étais sensible parfois à la critique, et c'est un peu pour ça on me reprochait d'écrire toujours la même chose. Et parce que j'étais sensible à la critique, il arrivait parfois que j'écoute la critique et que je prenne des décisions dans un sens donné, dans un sens précis. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Un peu inconsciemment, j'avais deviné qu'il y avait au Québec peut-être une bourgeoisie qui n'était pas unique, c'est-à-dire une bourgeoisie qui pouvait se définir de trois façons différentes. Et il y avait la bourgeoisie traditionnelle québécoise, il y avait la bourgeoisie silencieuse, et il y avait la bourgeoisie parvenue et tapageuse, cette bourgeoisie née de l'après-guerre. Et en 1960, lorsque Duplessis est mort, disons que dans le milieu des intellectuels, cela apporta une grande réjouissance. Je ne sais pas de quelle façon l'histoire jugera définitivement la mort de Duplessis ou le règne de Duplessis, mais avec le recul du temps, on se rend compte que le Québec a été gouverné sur une période de 40 ans par trois hommes seulement, dont l'un n'a duré que 4 ans. Donc, Duplessis et Taschereau ont gouverné le Québec de la même façon pendant 36 ans, c'est-à-dire d'une façon un peu despotique et en ignorant souvent les règles de la démocratie. Ce ne sont pas des jugements politiques que je pose, parce que ce sont des choses que j'ai eu plus tard à étudier, et c'est à la suite de certaines lectures que je me suis rendu compte de ça. La mort de Duplessis entraîna nécessairement de nouvelles élections, c'est-à-dire après le court règne de Paul Sauvé et les élections déclenchées par Barrette. Il s'ensuivit qu'un nouveau régime fut porté au pouvoir, le, le régime Lesage, les libéraux, et en 60 commença ce qu'on appela et ce qu'on appelle encore aujourd'hui d'une façon équivoque, d'une façon que j'ai toujours trouvé un peu bizarre, la révolution tranquille, parce que par définition, une révolution, pour moi, ça ne peut pas être tranquille. Ça s'accompagne toujours nécessairement d'une certaine violence. Je crois que plutôt on a commencé à employer des grands mots en 1960. On a commencé à parler de grandeur, on a commencé à parler de libération enfin du Québec, on a commencé à parler d'un tas de choses du genre. On a dit que c'était la fin du règne des religieux, euh, que c'était la fin du règne des arrivistes, que c'était la fin. Enfin, nous nous trouvions en 1960 devant une province qui allait se purifier et se libérer de tout, ce qui n'était pas tout à fait, ce qui était en fait une grande illusion. Si l'on regarde où où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais disons que
Bilan m'a été inspiré par un des personnages qui avait siégé dans le cabinet des ministres de Duplessis. Un homme que je ne connaissais pas du tout, que j'avais vu tout simplement à la télévision, que j'avais entendu parler. Et je pense que c'était simplement son physique qui m'avait inspiré le personnage de William Larose dans Bilan. Et c'est comme ça que j'ai écrit Bilan. En apercevant cet homme-là à la télévision, ça m'a donné l'idée d'un personnage. Je ne le connaissais même pas, je ne le nommerai même pas, de toute façon, c'est pas nécessaire. Mais simplement la vue, l'aspect physique de cet homme-là m'avait inspiré le personnage. Et le lendemain de la création de Bilan à la télévision, je devais rencontrer cet homme-là à bord du train Montréal-Québec. Et cet homme-là devait me dire, je vous félicite, monsieur, j'ai vu votre téléthéâtre hier soir à la télévision, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai trouvé ça très réaliste. C'est ça la politique.